Bienvenue à un nouvel épisode de Mirego Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirego pour la communauté de développement. Dans chaque épisode, nos invités discutent d'une expertise, d'une technologie ou d'un enjeu lié au développement de produits numériques en compagnie de Rémi Prévost, directeur développement logiciel chez Mirego. Cette semaine à Mirego Dev Talks, on parle d'un concept plutôt connu dans le monde du développement logiciel, la dette technique. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment on peut éviter qu'elle s'accumule? Est-ce que c'est possible de l'éliminer complètement? Etc. Je reçois Marc Lefrançois et Mathieu Baron pour parler de cette partie un peu moins glamour du développement logiciel, mais vraiment importante quand on travaille sur du code qu'on maintient et qu'on fait évoluer à long terme. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Chez Mirego, on aime ça écrire du code, évidemment. On aime ça écrire du code performant, du code de qualité, le meilleur code possible. Par contre, comme dans tous les projets de développement logiciel, on ne peut pas simplement se concentrer sur écrire sans jamais se re-questionner. Est-ce que les décisions qu'on a prises il y a un an sont encore les bonnes? Est-ce qu'on a accumulé une genre de dette technique et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Aujourd'hui, on en parle avec deux membres de l'équipe de Mirego. Donc, je suis en compagnie de Marc Lefrançois, développeur logiciel, et Mathieu Baron, développeur logiciel. Bonjour, messieurs. Salut. Si on commence vraiment en mode introduction, clarification des termes, c'est quoi pour vous la dette technique, là, pour être certain qu'on parle tout de la même affaire? Je vais m'essayer. Pour moi, la dette technique, c'est un bout de code, une fonctionnalité qui, on peut dire, qui a mal vieilli, que des choses sont pas parfaites dedans, puis qu'il faut, pour que le projet continue à bien aller, il faudrait qu'on y redonne un petit peu d'amour, qu'on ait fait le ménage, qu'on ait amélioré ça. OK. Fait que c'est quand même assez générique comme tel. Y a-tu, on peut être encore plus précis? Est-ce que, mettons, il y a quelque chose qu'on pourrait dire, oui, ça, quand je tombe là-dessus, ça c'est de la dette technique, y en a-tu de la bonne, la mauvaise? Ben, c'est l'analogie de la dette est beaucoup par rapport aux intérêts, là, dans la finance. Fait que dans le fond, tu dépenses de l'argent, mais tu vois qu'il y a une partie de l'argent qui est dépensée à aller dans le vide, là. En fait, qui est comme tes intérêts. Fait que la dette technique, c'est un peu ça. C'est tout ce qui ralentit l'équipe que tu dis comment qu'on pourrait être plus efficace. Si on perd du temps à des affaires qui n'ont pas de valeur directe. Qu'est-ce qu'on veut? Ça serait quoi les symptômes de la dette technique? Ben, à part le fait d'aller, que ça ralentit, comment on se rend compte qu'on est ralenti à cause de ça? Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte qu'on est ralenti. Comment qu'on s'en rend compte? Tu peux écouter tes développeurs quand ils chialent. Ça me montrait. Mais tu sais, c'est un peu... Parce qu'ils vont dire explicitement cette affaire-là, ça me dans mes jambes encore depuis 6 mois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le genre d'affaire qui... Mais tu sais, ça arrive graduellement. Souvent, la dette technique, là, ça arrive pas comme hier, on n'en avait pas, puis aujourd'hui, on en a. Là. C'est comme de la saleté qui s'accumule un peu. Puis c'est difficile quand, mettons, c'est difficile. Faut prendre le temps de s'arrêter pour se poser la question, là, parce que si t'as tout le temps le même monde de l'équipe, on s'habitue à cette affaire-là, c'est un peu de la merde. Tu sais, t'entends ça des devs, là. Mais des fois, c'est quand un nouveau arrive qu'on s'en rend compte. Un bout de code X, tu sais, on est habitué, on joue dedans. Là, t'embarques un nouveau dans le projet. Merde, Christy, ça prend donc bien du temps. Tu sais, faire quelque chose que ça m'aurait pris, mettons, 2 minutes. Mais là, tu t'essaies avec. Là, tu commences à y expliquer comment c'est supposé fonctionner. Et tu te rends compte, c'est vrai que ça a mal vieilli, ce bout-là. On s'en parle sur nous autres parce que c'était petit à petit, mais quelqu'un qui doit l'apprendre tout d'un coup, ça fait encore. Tabarouette, OK, c'est pas idéal. Il faudrait peut-être qu'on repense comment on a fait ça, ça a mal vieilli. Puis, quelque chose que tu peux... Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend au fil des années? De dire, de le faire consciemment, d'essayer d'enrayer cette dette ou d'en accumuler le moins possible de façon consciente? Ben, oui. Ben, en fait, c'est un peu une habitude. Chaque fois que tu passes par du code, moi, j'aime beaucoup, mettons, améliorer les affaires quand j'ai besoin de toucher à ce code-là. Tu sais, je fais pas juste nécessairement améliorer un bout de code qui est isolé, là. Fait que si je mets une feature à faire, puis là, je passe par là, c'est comme, OK, ouais, ancien pattern, on leur ferait pas de même. Je vais en profiter pour me nettoyer un peu, là. Un peu de ménage, là, ça fait du bien. Parce que sinon, ça contrevient un peu avec ce que vous disiez de si ça me nuit, ça me gosse, OK, parfait, les devs en parlent, tout, ben, si c'est un bout de code qui est pas utilisé, ben, il y aura pas ce feedback-là. Ça, c'est fait sur l'ancien pattern, mais bon. Ça nous dérange pas tant. Des fois, ça marche. Je fais un pattern, puis c'est correct aussi. Ouais, OK. Parce qu'on ne va pas le maintenir. Parce que ça pas à jouer de tête. C'est pas si ton meuble de chambre il est rendu vieux, que le matelas est encore super confortable, puis que il remplit pas complètement son besoin. Puis que quand tu as besoin de redécorer la chambre, il te dérange pas, tu le tasses, tu le redécores, tu le remets à sa place. C'est ça, c'est pas parce que c'est vieux que c'est de la dette technique. OK. C'est pas juste du vieux code. C'est pas juste du legacy. Il y a d'autres qualités par rapport à ça. Mais souvent, le fait que le code est vieux, c'est parce que nos méthodes de travail changent, nos techniques changent, mais là, ce code-là, magiquement, il sort d'être pas tout ça. Exact. Il y a le mérite de marcher. Soit s'il était encore de même, il n'y avait pas de bug. Ou au moins les bugs étaient connus ou en équilibre avec un autre. Fait que, tu sais, changer du code, ça peut créer des bugs. Là, c'est sûr qu'au final, c'est pour le mieux, là, mais une journée avant la release, des fois, on peut se retenir. Mettons,
c'est ça. Il y a des meilleurs moments pour C'est faire ce genre de choses. C'est faire la balance entre, dans le fond, cette maintenance-là, puis de dire, non, je risque peut-être, là, on pourra en parler un peu tantôt, mais de risque de corriger ce code-là qui marche bien, mais qui est peut-être pas à jour au niveau technique de travail, mais il marche bien. Il n'y a pas de bug par rapport au fait que le code est plus vieux. Exact. Ouais, c'est ça. Fait dans le fond, dette technique, c'est-tu un bon terme, ça? C'est un bon terme parce que moi, je trouve que ça marque l'imaginaire du client, puis c'est quand même de quoi de facile à expliquer. Hein? Tu veux une nouvelle voiture, mais tu n'as pas assez d'argent. Tu prends un raccourci, tu t'endettes pour avoir la voiture, mais tu vas l'avoir plus vite, ben, elle va te coûter plus cher. Puis à un moment donné, il va falloir que tu rembourses la dette. Fait que, tu sais, c'est quand même une bonne image. Je trouve que c'est facile à expliquer à un client, mais ça pourrait être un parallèle une autre image qui pourrait être bonne aussi, c'est ta maison, il faut que tu l'entretiennes. Mais c'est pas toutes les parties de la maison, il faut que tu l'entretiennes à la même fréquence. Je veux dire, en anglicisme, tes cils de porte puis de fenêtre, ben, tu sais ça, aux 3-4 ans, tu checkes ça se peut que tu aies déchiré. Mais ta toiture, elle, tu peux pas y toucher pendant 20 ans, elle fonctionne, elle fait sa job, puis c'est plus... À un moment donné, il faut que tu la changes au complet, mais tu n'as pas besoin de la regarder. C'est pas le même genre de code qu'il faut que tu touches aussi souvent, tu sais. Mais c'est qu'on dirait que moi, le terme dette technique, dette vient quand même avec une connotation négative, versus ce que tu dis de, ben c'est un raccourci, puis que tu le prends, puis mettons, ton analogie par rapport à la maison est intéressante, de dire c'est comme de l'entretien normal. Et c'est normal, la dette technique. Ouais. Oui, je pense que oui. Okay, ça va s'accumuler, tu sais. Déjà, ben, on disait la dette technique, c'est pas parce que c'est vieux. Un peu, là, des fois, mettons, si tu utilises un framework, t'as fait de quoi de... Là, je vais me tromper dans mes années, là. Je vais dire, mettons, jQuery, là, c'était full à la mode. T'as fait de quoi en jQuery? Puis là, t'arrives 10 ans après, tu n'as pas touché. Ben, c'est peut-être plus trop de trouver quelqu'un qui va être capable de bien faire ça. Fait que, tu sais, il y a ce genre d'affaires-là, là, que le fait que la technologie avance, ben, change, puis les outils changent. Fait que ça naît un peu, là, de la genre de dette technique que ça arrive sans que tu aies mal fait les affaires, c'est juste le temps qui avance. Puis que l'outil, finalement, mettons le très bon exemple de jQuery, tu sais, pas tant un mauvais outil, il y a des nouvelles techniques de travail qui ont émergé, mais ton point est bon de, ben, c'est pas qu'il y a des bugs, c'est pas que c'est même tant complexe à maintenir. Le code n'est pas, dégueu, mais trouver des gens qui vont vouloir le faire. Tu as des gens qui font comme, non, moi, j'ai goûté aux nouvelles techniques, retomber dans ce code-là, ça m'intéresse probablement moins. OK, c'est intéressant. Si on parle de méthodologie pour corriger de la dette technique, vous avez plusieurs années d'expérience derrière la cravate. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous avez fait ça par le passé? Quels conseils vous auriez donné? Ben, je pense que moi, j'ai passé à travers une couple de façons de voir ça. Puis, dans des projets plus petits au début, dans une couple d'années, moi, j'avais tendance à c'est pas des affaires du PO, du client, c'est nos affaires. Je n'en parle pas que je le fais. Mais ça marche. Tu glisses ça dans tes stories, dans ton travail. C'est ma job de développeur. C'est pas de leurs affaires si je refais ce bout-là parce qu'il est dû. Mais ça a l'effet dangereux que, ben là, tu peux introduire des nouveaux bugs parce que nécessairement, tu as touché au code. Fait que là, je me rends compte, je me rends compte avec les années que, tu sais, faut t'en parler. La plupart du temps, faut t'en parler, que ce soit un peu plus structuré. Les grosses des techniques, surtout les volontaires, là, c'est qu'on se dit, OK, là, on est conscient, il faut absolument qu'on ship avant Noël parce que notre jeu, ce qu'on sort, c'est un jeu pour les enfants. Ben, ça va être clair, ça va être documenté. Là, on a pris tel shortcut, on sauve 2 semaines, mais il va falloir qu'on paye ce shortcut-là, mettons, après Noël, dans la prochaine release. Fait que là, le client est conscient. Il est planifié, puis le client est content parce que là, on vient de dire, hey, on a trouvé une solution, on va arriver avant Noël, mais ça te coûte un petit peu plus cher que ça. Mais c'est ce que fait qu'au final, c'est win-win. Tant que l'équipe de dev est à l'aise avec ce shortcut-là, et non, tournons les coins ronds, puis là, toi, en tant que dev, t'es comme, ouais, genre, on peut-être baisser la qualité, on va, tu sais, ça, c'est des affaires qui sont peut-être un peu moins fun, mais au moins, quand c'est explicite, ça a l'avantage de non, on le fait consciemment, c'est win-win, on fait ça en gang. Puis on en est conscient. Ça, c'est un des types, c'est on en est conscient. Puis c'est voulu. Mais pas juste ça comme type de dette technique. Ben, tu sais, des fois, c'est plus au niveau architectural. Comme si tu arrives proche d'une release, c'est comme ah ouais, OK, c'est vrai, le nouveau requis, ça ne fit pas avec comment il a passé il y a 2 ans. Puis là, tu sais, fait que là, le petit raccourci, puis planifier le travail plus tard, ça, c'est peut-être la meilleure solution. Moi, j'aime beaucoup comme là, mettons, le projet où je suis, que je travaille présentement, c'est plus des cycles de release aux 3 mois. Fait qu'il y a je voudrais même des types de bugs, là. Des fois, il y a des bugs, c'est comme, OK, il faut faire un peu de refactoring. Bon, les planifier comme, OK, on ship la version, puis c'est la première affaire qu'on fait après. Fait qu'on va au moins vivre avec des affaires plus fondamentales, puis avoir des effets collatéraux qu'on pense pas, là.
Fait que le fait d'avoir un cycle de release plus stable, plus structuré, plus planifié vous aide là-dedans. Oui. Parce que c'est plus prévisible. Fait que, dans le fond, il y a des conditions différentes. Les circonstances et le contexte d'un projet va avoir un effet aussi sur comment cette dette technique-là peut être corrigée, peut être entretenue. Oui, c'est ça. Puis, en fait, c'est des fois, c'est tu sais, mettons, quelqu'un qui n'a pas été exposé au développement, qui fait comme, mais là, pourquoi vous faites des bugs, puis pourquoi vous ne l'avez pas fait comme il faut du premier coup? Mais tu sais, les choses changent, là, c'est pas ça. Là, c'est un travail d'équipe là, avec le PO. Quand est-ce que tu es prêt à payer? Quand est-ce que c'est le bon temps? As-tu un risque sur ta release? Et c'est un peu comme Marc, tantôt, qu'on disait, là, le côté éducation, l'analogie dette technique vient avec ça aussi, de pouvoir l'expliquer. Il y a une être dev, c'est pas juste non plus écrire du code, c'est d'expliquer ça, de pourquoi on a fait ça. C'est faire des choix, mais après ça, c'est pouvoir expliquer les choix que tu as faits, puis que ça soit vulgarisé par les gens qui sont pas en mode je suis dans des fichiers de code toute la journée. Là. Puis là, planifier comme ça, je vois ça une grosse dette technique, ben, aussi simple que updater souvent tes versions de dépendance. Si tu le fais pas, c'est de la dette technique. Mais c'est un exemple de ça, tu planifies. Si tu planifies, mais pas besoin de l'expliquer au client, c'est juste que tu le fais souvent. Tu sais qu'il n'y a pas trop d'impact, que ça rentre bien dans le cycle de développement. Puis moi, j'aime bien aussi l'analogie de faire le quand. Les scouts, là. Le gel du scout, c'est ça, laisser ça plus propre quand tu pars et quand tu arrives. Là. Ça, c'est une autre belle façon de payer les petits bouts de dette technique qui pourraient pas les laisser s'accumuler. Là. C'est le ménage à chaque semaine dans ta maison. C'est pas mal moins long à chaque fois que si tu le fais au mois. Beaucoup d'analogie de maison. Mais non, mais c'est vrai, finalement, c'est ça, c'est de dire comment est-ce que je peux éviter qu'elle s'accumule trop vite. C'est qu'elle vienne le moins visible possible, de se rendre compte que, il y a quelque chose parfait. Ton exemple de monter les dépendances, là, c'est que si tu upgrades des versions patch à toutes les fois, moins de risques de breaking change, parfait, versus, OK, maintenant, on passe de version 3.1 à 5.0. Pendant là, ça se peut que là, il va falloir que tu la planifies. Là, ça va falloir que ça se glisse dans un sprint dans le mode, OK, là, je peux introduire des bugs. Ça prend du QA, ça prend plus de temps. Puis, tu sais, par rapport, là, on parlait beaucoup de la dette. OK, on planifie, on va prendre tel raccourci, on va le corriger plus tard, mais qu'est-ce qu'on fait quand, mettons, on n'a pas fait ça? Puis qu'on se rend compte après 1 an, 2 ans, là, ce bout-là, c'est en train de nuire à l'expérience de dev, c'est en train de nuire à notre vélocité. Qu'est-ce qu'on fait pour corriger ça, pour réarchitecturer quelque chose et vraiment en mode un peu plus majeur? Ben, c'est sûr que l'idéal, c'est tout le temps d'améliorer les affaires de façon incrémentale. Là. Dire réécrire le code, là, ça, c'est la pire erreur que tu peux faire. Tu as peut-être un module que tu pourrais réécrire, mettons, là, mais tu sais, faut que tu essaies de voir comment tu peux faire ça incrémental. Puis c'est pas tous les mêmes problèmes qui ont le même retour, je dirais, avantage, c'est retour sur l'investissement. Des fois, tu peux comme, OK, je vais travailler une semaine là-dessus, et check comment ça va être vraiment hot. Puis des fois, ça va être comme, je vais travailler 1 mois, ben dans 1 mois, c'est gros problème, c'est très bien. Mais que finalement, ça change pas grand-chose parce que des fois, c'est un peu subjectif, là, les profs. Faut quand même réussir à avoir la valeur de... Fait que même dans un refactor, entretenir, maintenir du software, il y a quand même le côté valeur à aller chercher. Oui. OK. Puis tiens, au niveau d'organisation, dans un sprint, comment, vous, par expérience, comment vous avez fait ça? Est-ce que c'est une personne qui focus là-dessus, puis le reste de l'équipe continue à faire avancer le produit en mode, OK, ben on va essayer de pas trop se piler ses pieds, ou c'est tout le monde contribue en même temps, on fait un sprint, on fait juste ça? Moi, j'aime pas tout le monde fait juste ça. J'aime moins ça, parce que c'est moins dans l'itératif, mettons. J'aime beaucoup chaque personne parce que, tu sais, moi, ce qui me tente, c'est pas les mêmes que quelqu'un d'autre, là. Tu sais, mettons, dans le projet, c'est le spécialiste UI Android qui, lui, est tout le temps assez vu, puis que, je vais vous donner un exemple, que Butterknife, que c'est deprecated, puis ça existe. Mais tu sais, de lui, peut-être que ça le tente plus, ce bout-là. Fait que là, moi, je peux pas juger que ça me tente, j'en fais pas. Tu sais, mettons... Fait que c'est un peu des compromis, là. Faut que tu demandes à tout le monde. Des fois, c'est QA que ça tanne. Il y a des bouts faut t'écouter ton équipe, là, dans le fond, là. Ouais. T'as écouté le chialat. Ah ouais. Des fois, c'est pour... Des fois, le chialat, j'ai pas toujours ça met une bonne raison. Des fois, alors, ça marche bien si on ne touche pas, mais des fois, ça revient. Ben, t'as l'air de quoi qui marche pas là. Des fois, c'est de laisser les gens prendre l'ownership, c'est l'axisme de... Oui, mais tu trouves que c'est pas bien fait, ben parfait. Explique-nous pourquoi, puis on va leur montrer au client, puis tu expliques que ça va être quoi les avantages de l'avoir arrangé aussi. J'aime ça de faire passer aussi de l'autre côté de OK, oui, chialer, c'est un peu, entre guillemets, facile de voyons, ça marche pas, ça. Surtout en plus quand c'est, mettons, pas toi qui l'as fait. Puis là, je ramasse là-dedans. Voyons, comme ça, on se réduit. Là, OK, comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on propose?
amener cette valeur-là, oui, à l'équipe, on le sait, là, la valeur de ça, c'est que tu vas arrêter de chialer. Parfait. Après ça, la valeur pour le client, pour le produit, pour les prochains mois, qu'est-ce que ça amène? Après ça, un genre d'estimé de temps, combien de temps tu passes à apprendre, le niveau de complexité, ça va t'introduire des bugs. Je pense que c'est aller au-delà de dire OK, on le fait, c'est quand même du concret. Ça peut. Et aussi, mettons, en tant que senior, mettons, sur un projet d'encourager les juniors à faire, quand ils disaient, hey, ça va mal, ou, je sais pas, t'as comme 3-4 bugs qui se ressemblent, c'est comme, prends-le le temps, tu sais, comment tu penses tu pourrais l'arranger, puis prends-le le temps pour le faire, puis de se sentir back-in même, ça l'aide, de prendre cette habitude-là, des fois, c'est pas juste patcher le bug, là. Des fois, t'as un bug, hey, null check, yes, je suis content. Puis, mais le fondamental, c'est pas ça, tu sais, c'est avant, il n'y aurait pas dû recevoir le nul, fait que là, c'est juste prendre le temps de tout le temps regarder à tous les niveaux. Le problème qui se règle là, si je recule un peu, je peux-tu éviter que ce genre de problème-là survienne? Pour pas que ça vire en mode, je vais introduire de la bête par-dessus. Plutôt que de fixer le vrai bug, non, OK, encore un raccourci. Comment je vais corriger? Le raccourci, il cause tel problème. Pour prendre un autre raccourci pour pas le fixer, non, OK, il faut tomber dans le core là, du problème. C'est aussi cultiver dans l'équipe, justement, le droit de faire ça. Right? Puis en même temps, c'est un peu un jeu d'équilibrisme parce que il y a un moment donné, oui, j'ai le droit, mais là, c'est parce que tu prends une semaine de plus faire ton fixe ou ta story parce que tu t'es trop donné le droit. Fait que, comme tu dis, enseigner à tout le monde dans l'équipe en tant que senior de c'est quand le bon moment, c'est quand le pas bon moment. Puis c'est une question de jugement aussi. Fait que c'est jamais noir ou blanc. Là, fait que chacun peut avoir son opinion là-dessus, mais tu as le droit là, de dire désolé, PO, tu nous as donné cette feature-là, mais dans ce coin-là, on va a payé de coupe de raccourcis dernièrement, on va en profiter, on va mettre ça plus propre, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais la prochaine fois que tu vas demander des changements à ce point-là, ça va aller plus vite. Hein? C'est quasiment un signe de maturité au niveau d'un ou une dev, de dire comme, oui, ma job, c'est de écrire, corriger les bugs, faire les choses, mais avoir ce réflexe-là de dire, non, on va prendre le temps, puis je connais cette valeur, puis je vais l'expliquer. C'est quand même un signe d'avoir peut-être un peu par expérience aussi, là, mais de savoir que oui, il y a d'autres inputs et outputs que juste la feature que je vais livrer. En fait, même, tantôt, tu disais, notre job principal, c'est d'écrire du code. Moi, je suis pas tant d'accord. Quand tu es rendu à l'étape, j'écris le code, puis je sais ce que je vais faire, c'est quoi, je veux dire, 30-40% du travail. Après, c'est communiquer pour savoir qu'est-ce qu'on a à faire. Après ça, communiquer pour expliquer ce qu'on a fait, c'est autant. Discuter pour savoir, est-ce que je suis en train de faire ce qu'on a fait comme il faut. C'est tout le côté communication, discussion. C'est une plus grosse partie de la job de développeur. Moi, personnellement, je trouve que écrire le code. Puis écrire le code, souvent, c'est la partie la plus facile des trois. Il y a comme un côté de confiance, tu dis, par rapport à maturité. Je dirais que, mettons que je vais faire du refactoring, que je propose du refactoring, j'essaie d'aller plus en mode, tu sais, je vais gagner, puis ça va marcher. Fait que là, ça va être beaucoup dans un projet avec, mettons, le PO, le product owner. Tu sais, s'il sait que quand tu le proposes, c'est vrai que ça marche bien, puis t'exploses pas pour un mois de refactoring. Mais tu sais, gagne la confiance, puis la prochaine fois, quand tu vas en parler, tu dis, hey, ce bout-là, on doit le faire, ben, tu sais, t'as plus de chances de te faire dire oui. Et non juste, je vais prendre un sprint, là, m'a fixer les affaires qui me font chier. Ah, ben, le pire, c'est prendre un sprint, fixer les affaires qui te font chier, puis t'as 12 bugs. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce que t'as amené comme valeur au projet, pas grand-chose. C'est ça, même négativement. OK. Puis, tu sais, tantôt, je parlais de comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que la dette technique se crée. Bon, là, on parlait de la technique de scout. S'assurer de le faire de façon incrémentale petit à petit. Mais y a-tu, mettons qu'on y va en mode, non, je veux vraiment être sûr que cette technique-là, l'architecture, elle va être bonne pour les prochaines années. C'est quoi les risques d'over-engineering ou d'optimisation prématurée du code pour être certain que ça, je veux pas avoir à toucher ça dans quelques années? Là. Ben, des fois, c'est pas tout le temps de le faire tout de suite. Là, puis c'est sûr que over-engineering, c'est dangereux. Ce qu'il faut que tu te poses la question, c'est quand je vais vouloir le changer, ça va être quoi les impacts, puis qu'est-ce qu'il va falloir que je change. Puis si, dans le fond, le travail, quand tu vas rechanger, c'est le travail que tu aurais à faire aujourd'hui, il fallait pas attendre d'en avoir de besoin. Des fois, tu t'en vas dans un coin, puis là, c'est comme, shit, OK. Ça, quand on va vouloir changer ça, on va être dans la merde. Il va falloir réécrire le corps de lab. Mais là, pour ça, la question, t'es peut-être mieux de te mettre des abstractions, t'isoler, là, mettons, de la librairie. Qu'est-ce que tu fais par rapport à une librairie, là, mettons, que c'est dangereux, là, qu'elle soit abandonnée par la communauté, puis qu'il y en arrive une super nouvelle chaîne. Puis que toi, t'es basé beaucoup de tes décisions sur le fait que ça marche de même comme ça va être bon. Ça. Ouais, puis là, que t'as pas le contrôle, dans le fond. T'es basé sur quelque chose, t'appuies sur quelque chose sur lequel, au final, t'as pas le contrôle. Mais des fois, t'as pas le choix. Oui, ouais. Mais tu sais, en fait, c'est un trade-off. Là, je veux pas m'abstraire mon framework. T'sais, si je l'ai choisi, faut que j'en profite aussi. Fait que là, faut que tu traces la ligne de non, ça, je fais confiance à ça, je m'appuie là-dessus. Un peu. OK. Parce que oui, c'est un bon point. J'ai écouté un talk récemment qui parlait de ça, de optimiser pour la réécriture. Là.
parce que pas mal certain que ton code va être réécrit à un moment donné. Là, le code qu'on écrit là, tu sais que c'est le bout le plus simple, c'est d'écrire du code. Ben, OK, si à un moment donné, on arrive avec une meilleure manière de faire où on se rend compte que finalement, non, on s'est mal. On a pris une assumption qui n'était pas bonne, ben, réécrire du code, ça devrait être fréquent comme un. Je dirais pas le bout le plus simple, je dirais le bout le moins compliqué. C'est ça. J'avoue que l'autre affaire simple. Mais ouais, c'est vrai. On peut penser que c'est complexe, sinon ça devrait pas être si complexe que ça. Dernier. Tu parlais de comment, tu sais, peut-être une autre piste, comment minimiser la dette technique. Tu sais, c'est important quand tu choisis tes dépendances externes, de bien les choisir. Puis, tu sais, oui, faut pas que tu fasses du... je réécris tout le temps, moi, à l'interne. Je peux plus du nom. Advantage Year Syndrome. Yes. Mais en même temps, des fois, prendre une dépendance externe pour sauver 15 minutes dans quelque chose, mettons, qui est core à ton app, c'est peut-être pas une bonne idée. Fait que, il y a ça aussi. C'est bien sélectionné. Regardez, il y a une communauté autour de cette librairie-là. Es-tu active? Il y a beaucoup de contributeurs différents. Puis là, faire la balance des inconvénients avec qu'est-ce qu'elle m'apporte comme valeur. Puis, tu pourrais dire, cette clé-là, il y a juste un gars, mais ça fait 5 ans qu'il s'en occupe, mais elle me fait sauver énormément de temps, qui est good. Mais si c'est il y a un gars, puis s'en occupe vraiment pas, puis ça t'a pas sauvé beaucoup de temps, mais là, du coup, là, peut-être ça vaut la peine de pas la prendre. Soit en trouver une autre ou l'écrire. L'écrire ce bout de code-là toi-même. Ouais. Puis, tu sais, il y a une grosse différence aussi, chez Mego, on fait une compagnie de service, c'est que des fois, on fait des projets qu'on sait qu'on va mener 5 ans. Tu prends pas les mêmes décisions non plus que si c'est un projet que tu as le bon feeling que c'est peut-être quelque chose qui va vivre un peu moins longtemps. Là, ça vaut la peine d'aller plus vite ou même en parallèle de faire une V1 versus une V1 qu'il y a une date de release, qu'on parlait tantôt de payer justement. Ça, c'est le genre de dette technique. Au début, je vais prendre plein de libres externes pour aller plus vite. Monter de quoi? Twitter, c'est un très bon exemple de ça. Twitter, au début, c'était Ruby on Rails all-in, puis on voyait des fail whales les premiers, je sais pas, 3-4 ans. Ben, quand on s'est commencé à pogner, ben là, ils ont commencé à payer leur dette technique. Ils ont eu leur win avec leur dette technique, puis là, ils l'ont payé, puis là, les fail whales, je sais quand c'est arrivé, mais je pense que ça existe plus. OK. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, tu sais, puis j'en parle souvent avec les nouvelles personnes qui rentrent chez Mirigo de côté maintenabilité, puis de qu'est-ce qui se passe quand, mettons, on va faire un end-off de projet à quelqu'un, puis tu sais, nous, par où est-ce que tu en allais, on dirait que ça peut sonner comme étant, ben, on peut, mettons qu'on sait qu'on ne maintient pas un projet à long terme, mais on prend des décisions différentes, mais je pense que même chez Mirigo, on le fait de façon consciente de dire, non, même si c'est pas nous, on sait que le client, il a son équipe technique qui va reprendre le projet, on fait quand même les meilleurs choix, je pense, qu'on peut faire là, au niveau architecture, maintenabilité. Je pense pas qu'on écrit du code volontairement moins maintenable parce que on l'attaque toujours dans le mindset où est-ce que c'est nous qui va le maintenir à long terme. Turns out, des fois, c'est le client qui le reprend, mais tant mieux. On t'a fait un projet on l'aurait monté comme ça si c'est nous qui allions le maintenir. Fait que je pense que c'est un point positif pour notre équipe. Si on parle en terminant de automatisation, tooling, là, à date, on parle beaucoup du côté humain, de bon, on se rend compte que ouais, finalement, il faudrait toucher, ça nous crée plus de bugs. Les devs qui sont plus vocaux sur des issues, mais y a-t-il, présentement ou dans le futur, des outils qui pourraient nous aider par rapport à ça, ou des process, comment vous voyez ça, vous autres? Ou c'est vraiment humain? Non, ben, c'est sûr que ta couverture de test, c'est efficace, c'est beaucoup moins gênant de faire ton refactoring. Ça nous aide, ça. Fait que là, dans le fond, t'es moins sur les breaks. Je suis allé dans un projet qui n'a aucune couverture de test automatisée. Changer quelque chose, tu sais, c'est comme des fois, ça peut être difficile. Fait que là, tes tests qui t'ont permis à développer ton code, tu changes une structure, parce que c'est ça le factoring, c'est changer la structure interne sans changer le comportement. Ben là, dans le fond, si j'ai des tests puis les tests passent, c'est comme, je ship ça, là, tu sais, ça marche. Fait que ça, c'est sûr, ça va. C'est drôle, parce que quand tu posais la question, je me disais justement, on n'avait même pas parlé de tests, ce qui est très drôle, c'est comme, ils appellent ça en anglais, c'est test harness, ça veut dire un filet de sécurité, puis c'est ça. Je pense que c'est un des meilleurs outils, c'est d'avoir une bonne suite de tests. Ça va te permettre de faire le ménage, de garder tes choses à jour, etc., sans que ce soit trop coûteux si t'as pas de test harness. Mais c'est coûteux parce qu'au niveau de toi, la personne qui le fait, puis après ça, assurance qualité, il est comme, on a tout changé, là. J'ai booté l'app, le produit, tout. Ça a l'air de bien aller. Checkez donc toutes les edge cases. Tu sais que vous aviez testé dans les 3 dernières années pour dire que tout marche bien. C'est pas tant efficace. OK. En terminant, messieurs, si je vous demandais un conseil à donner à nos auditeurs et auditrices par rapport à la dette technique, ça serait quoi? Ben, planifier. Dans le fond, identifier c'est quoi votre dette, quantifier-la, puis planifier comment vous allez la régler. Parce que c'est un travail d'équipe. C'est pas juste une affaire de développeur, c'est une affaire de... Le PO, les QA sont impactés par ça. Moi, je dirais de
pas oublier qu'on faut s'occuper de la technique, pas juste pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons humaines. Question de recrutement, de motivation. Les développeurs, tu parles de la plus belle app avec le code le plus clean écrite en Turbo Pascal. Ça se peut que ça te cause des problèmes humains dans ton équipe parce que tout le monde a le goût d'essayer la nouvelle affaire à la place. Puis que tu vas engager quelqu'un. Dans le marché de nos jours, on le sait très bien que les développeurs ont l'embarras du choix pour les emplois. Fait il y a aussi ce côté-là, le côté humain, recrutement qu'il ne faut pas oublier quand on a des vieilles stacks puis on les laisse sur les livres. Même chez le mot technique dedans, c'est pas juste OK, c'est du code à fixer, il y a d'autres raisons. Cool. Ben, merci, messieurs. C'était toujours bien intéressant de jaser de ce sujet-là avec vous, puis on se dit à la prochaine. C'est sûr, salut. Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirego DevTalks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirego, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site web au mirego.com. On vous invite aussi à poursuivre la conversation sur Twitter avec le hashtag MiregoDevTalks. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez interagir avec l'équipe de Mirego. Continuez à nous suivre et à partager les épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et au plaisir de se retrouver au prochain épisode.